Est-ce que vous avez fini? Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivy. Oui. En répondant à un certain nombre de questions ici, et à propos de vos attributions, vous avez déclaré à cette barre ce qui suit. Marcel Etumba relève du salon. Vous confirmez cette déclaration et non de vous? Bien sûr, il ne relève pas de moi, il relève du salon. Très bien. Vous avez également déclaré que eux, ils étaient sous le commandement du président. Vous le confirmez? Bien sûr, je confirme. Très bien. Vous avez déclaré qu'il y avait une section des blindés, une section de l'artillerie et une section des batailles, y compris l'équipe qui était avec vous-même, c'est ceux-là qui étaient sous votre autorité. Vous confirmez cela? Je confirme. Très bien. Vous avez également reconnu et déclaré à cette barre que le président, et quand il avait une grande mission à l'extérieur, à l'intérieur d'abord, ou à l'extérieur, ou dans certains lieux que vous avez qualifiés de difficiles, là, la mission vous étiez confiée et vous avez également dit que vous avez pour mission de veiller sur l'ensemble de la présidence. Vous reconnaissez avoir dit ça ici, non? La mission? Je dis bien, je vais reprendre ce que vous avez dit ici. Vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Je peux déterminer, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Non. Moi, je suis... Est-ce que vous avez dit cela? Vous avez dit ça ici? Non, la oui manière non? que j'ai expliqué, c'est pas la manière qu'il a posé la question. Moi, je suis en train de vous faire état de ce que vous avez dit ici. Et ça se trouve sur YouTube. Voilà, je réitère. Vous avez déclaré ceci. Quand le président, et c'était en réponse à des questions que vous posez, monsieur le procureur Al-Gassimo, vous avez déclaré ceci. Quand le président avait une mission à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans certains lieux difficiles, là, on me confie la mission et je veillais sur l'ensemble de la présidence. Vous l'avez dit ici, oui ou non? J'accomplissais les grandes missions du président, mais je ne peux pas dire que je peux veiller sur toute la présidence. Monsieur le Président, qui m'en soit donné acte, il est en train de contredire ce qu'il a dit, et il a dit ça ici, le primitif en fait foi et la vidéo en fait foi. Le tribunal appréciera ça, maître. Le tribunal appréciera cela. Très bien, Monsieur le Président. Alors, j'ai continué avec vous, et en raison de ces différentes réponses, je vais vous poser quelques questions par rapport à vos attributions et par rapport à la structure de la présidence. Vous avez parlé des sections. Section blindée, section artillerie, section bata. Chacune de ces sections était composée de combien de personnes? Chacune de ces sections était composée de 30-30. 30 personnes. Plus l'équipe qui était à votre service, elle était composée de combien de personnes? De 30 aussi. De 30 aussi. Alors, en tout, ça fait combien? 120. 120. Merci. Et en quoi consistaient réellement les missions que le président vous confiait? C'était quoi ces missions-là?
il vous confiait quelle mission? C'est comme la mission auquel il m'avait confié. C'est des grandes missions. Deux fois, il me confie, comme c'était la mission du 28 septembre, pour aller traquer les bandits à main armée qui étaient déjà stationnés à Mania. Ce sont ces missions-là qu'il me confiait. Oh. Et vous dites grande mission. Donc, le président vous confiait la mission d'aller traquer des bandits. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Et est-ce que le président avait-il le droit de vous demander d'aller traquer les bandits alors qu'il existait un ministère créé à cet effet, dont celui de M. Moussa Tchegboro Kamara, qui avait pour mission de lutter contre le grand banditisme? C'est possible ça? Ce que j'ai dit... Est-ce que cela était possible? Parce que le président va comparaître ici, hein? Bien sûr. Alors, si il vous confie une telle mission, alors qu'un département est créé à cet effet, n'est-ce pas, le président lui-même provoquait un conflit de compétences entre vous et le département de M. Moussa Tchegboro, n'est-ce pas? Là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Vous dites? Je dis là-bas, je n'ai pas de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, commandant acte, Monsieur le Président. Je continue. Votre département, quelle était la feuille de route qui vous avait été donnée par le président de la République? Quelle était votre feuille de route? Reprenez la question. Quelle était votre feuille de route, les attributions de votre département? Quelles étaient ces attributions? Expliquez-nous concrètement. Oui, mais comme je l'ai bien dit, j'ai dit que ça c'était à la veille du départ pour l'abbé qu'il m'avait instruit cela. Il dit que bon... Non, pas cela. Il veut connaître... Ça, ce n'est pas votre mission, hein? S'il vous plaît, voilà. Merci. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il veut connaître les attributions, vos pouvoirs, vos prérogatives en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est ça la question. Mais... Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Allez-y. Bon, mes attributions, supposons, je veille sur le président. Veiller sur le président. Oui. Quelle est d'abord veiller sur le président? Et si vous veillez sur le président, quelle est la différence entre vos attributions et celles de l'aide du camp, qui aussi avait pour mission de protéger la personne physique du président? Faites-moi la distinction, je ne comprends pas ça. Ah, mais là, ceci-là est dépendant du régiment. Non. Écoutez, vous dites que votre mission consistait à veiller sur la personne du président. Le commandant Aboubakar Diakité Ditumba est passé ici. On lui a posé la question de savoir en quoi consistaient ses attributions. Il a expliqué au tribunal que c'était d'assurer la protection physique du président de la République. Vous aussi, vous dites la même chose. Quelle était alors la différence entre vous, vos attributions, et celle de M. Aboubakar Diakité Ditumba? Puisqu'il ne relevait pas de vous. Et puisque vous avez un département en charge. Moi, mon département veille sur la situation, c'est-à-dire sur les missions du président et la vie du président. Nous, on veille sur ça. Quelle mission du président? Quelle mission? C'est ce qu'on veut savoir. Ne passez pas tout votre temps à dire. Mais je vous ai dit bien dire qu'ici, il y a la mission auquel j'étais parti à Mania, c'est l'une de ces missions. Ça ne relève pas de votre ressort. Maître, laissez-le finir, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ok, d'accord. Et la mission auquel on a effectué à l'abbé avant leur arrivée, ça c'est l'une des missions. Et revenons maintenant à votre département ministériel. Ce département, comment son cabinet était-il composé? Quels sont les membres du cabinet? Qui en était le secrétaire général, le chef de cabinet, les différents directeurs?
Pouvez-vous nous donner les noms de ces membres qui composaient ces départements? Non, ce département, comme j'ai dit, j'avais un chef de cabinet. Comment il s'appelle? Il s'appelle un certain Pépé. Pépé quoi? Pépé Collier. Pépé Collier. Voilà, excusez-moi, Oui. maître, avant de continuer. Je vois les avocats de la défense, s'il vous plaît. Votre place, c'est par là. Hein. Tout ce qui est comme siège ici, c'est pour vous. Il y a suffisamment de place. S'il n'y a pas de place, qu'on libère des places. Mais c'est votre place, c'est ici. Ça, vous le savez. Voilà, tous ces sièges-là sont réservés à vous, pratiquement. Oui, c'était qui le... Continuez. Oui, c'était qui le secrétaire général? J'ai dit Pépé Collier. Non, vous avez dit chef de cabinet. On Oui, passe. chef de Parlons cabinet. maintenant du secrétaire général. Qui était-il? Comment s'appelait? Il s'appelle, disons. Bon, là, je ne retiens pas tellement son nom. Quelles étaient les directions nationales qui composaient ces cabinets? Les directions nationales. Bon, nous, on n'avait pas tellement de services là-bas à notre niveau. Donc, il n'y avait pas de direction nationale. On n'avait pas tellement de services à notre niveau. Et sur le plan national, y avait-il des directions préfectorales? Non. Non. Il n'y en avait pas non plus. Et quels étaient les dossiers brûlants que vous avez eu à gérer en votre temps? Les dossiers brûlants concernant des questions de sécurité présidentielle. 2 dossiers au moins. Oui, mais il y avait certains dossiers qui, quand deux fois les éléments de la frontière nous envoient des flashs, on nous envoie cela pour justifier et on dépêche des missions jusqu'à Pamalap, c'est-à-dire la frontière, pour regarder. Voilà certaines de nos missions. Est-ce que des questions intéressant l'intégrité territoriale, telles que des questions intéressant Pamalap, relèvent de votre ressort, vous qui devez vous occuper de la question présidentielle, de la sécurité présidentielle du ministre? Bien sûr. Vous n'êtes pas en train de faire un mélange des genres? Non, on ne mélange pas. Si vous mélangez. J'ai continue. Alors, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous avez eu à dire ici que vous ne participiez pas à la planification des sorties du président de la République. Parfois, le président sortait sans que vous n'en soyez informé. Vous confirmez cela? Si, je confirme. Alors, avec toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez comme occupation en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Puisque ce n'était pas vous qui assurez concrètement la sécurité du président. Quand son cortège faisait des sorties, vous n'étiez pas là, vous ne planifiez pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez réellement là-bas en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Oui? Moi, je jouais mes rôles, mais ce n'est pas aussi tous les rôles que je jouais. Vous ne pouvez pas me dire ça. Dites ça au peuple de Guinée au moins. Pas ma personne. Comme je l'ai déjà dit. Monsieur Claude Pivi, mon colonel, et avez-vous une fois siégé au Conseil des ministres? Au départ du pouvoir, on siégeait au Conseil des ministres. Vous avez siégé. C'était autour de quel dossier, par exemple? Ah, là, il y avait beaucoup de dossiers. Je ne peux pas retenir les dossiers. Est-ce que vous avez eu à présenter un seul dossier en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle devant le Conseil national de transition, le CNT? Vous avez eu à défendre un budget là-bas, comme les autres ministres le faisaient? Si j'ai défendu certains dossiers, compte tenu des
mouvements frontaliers, ainsi de suite, comment les éléments devaient se comporter au niveau de la frontière. Je dis bien un budget. Vous connaissez l'OCNT, qui était l'organe législatif qui servait des parlements pendant la transition sous le CNDD. Avez-vous présenté votre budget sectoriel là-bas, le budget concernant le département chargé de la sécurité présidentielle? Vous avez présenté un budget comme les autres ministres le faisaient? Vous l'avez fait? Vous allez m'excuser, là-bas, on va revenir au 28 septembre, parce que là-bas... Est-ce que vous avez présenté un budget là-bas? C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai jamais présenté un budget. Très bien. Alors, avec toutes ces réponses, êtes-vous d'accord avec moi que le ministère chargé de la sécurité présidentielle n'était qu'une coquille vide, juste pour vous contenter? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait rien à faire là-bas? C'est ça, non? Non. Et vous voyez, comme il n'y avait rien à faire là-bas, vous vous êtes adjugé les prérogatives des officiers de police judiciaire. C'est ça, non? Non. Est-ce que vous savez que vous, en tant que ministre de la République, qui ne vous revient pas de procéder à l'arrestation des auteurs des infractions à la loi pénale, vous le savez? Que ça ne relève pas de vos attributions, vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ces questions-là. Ah. On continue. Savez-vous que vous, quand vous procédez à l'arrestation d'un citoyen en tant que militaire, alors que nous avons la police judiciaire, et en votre temps, le rôle, les pouvoirs de la police judiciaire étaient définis à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui prévoyait clairement que c'est à la police judiciaire de constater les infractions à la loi pénale, de rechercher les auteurs, d'en rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux juridictions compétentes. Si vous le faites, est-ce que vous saviez que vous vous rendez coupable d'une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Et dont la peine allait de 5 à 10 ans de détention criminelle. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je vais vous aider, hein, je vais vous donner lecture des dispositions de l'article 128. L'article 128 de l'ancien code pénal, qui était applicable en ce moment, disposait ainsi qu'il suit. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du gouvernement, vous étiez membre du gouvernement, donc ce texte s'applique à vous, aura donné ou fait quelque acte arbitraire ou porté atteinte soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques qu'un citoyen ou de plusieurs citoyens, soit à la loi fondamentale, il sera condamné à la peine de 5 à 10 ans de détention criminelle. Mon colonel, vous avez eu à dire ici, en répondant à des questions qui vous ont été posées, que lorsque vous arrêtiez un citoyen, que vous lui donnez des coups et vous le libérez. Savez-vous que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article 128 du Code pénal? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Saviez-vous, bon, quand vous permettant... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Je vous ai dit vos droits. Soit vous répondez par oui, par non, D'accord. ou vous dites que vous ne répondez pas. D'accord. Voilà. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Mais répondez aux questions avec courtoisie. D'accord. Parce que de l'autre côté, on vous pose des questions depuis qu'on a commencé. C'est avec courtoisie qu'on s'adresse à vous. Donc, répondez aux questions de la même façon. Merci, monsieur. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Saviez-vous qu'en acceptant ce que vous appelez mission, et c'est une mission imaginaire, nous allons le démontrer tout à l'heure, en acceptant, alors que vous n'en avez pas la qualité, de vous rendre à Manéa
comme vous le dites, pour arrêter des citoyens, que vous vous êtes rendu coupable de cette infraction? Vous le saviez? Non. Donc, je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction, si vous ne le saviez pas. Est-ce que vous saviez, vous l'avez dit ici, que lorsque vous arrêtez un citoyen, que vous le conduisez devant un service de police judiciaire? Savez-vous qu'en le faisant, vous vous rendez coupable de cette infraction? Le saviez-vous? Non. Je vous l'apprends, vous vous êtes rendu coupable de cette infraction. Je continue. Et le même article poursuit en disposant que si néanmoins il justifie qu'il a reçu par ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il aurait été dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ces cas appliquée seulement aux supérieurs hiérarchiques qui auront donné l'ordre. Vous avez eu à dire ici que c'est sur ordre du président Dadis que vous accomplissiez ces missions attentatoires à la liberté individuelle des citoyens. Alors, ça veut dire que si vous parvenez à en administrer la preuve, vous, votre responsabilité va être dégagée et celle du président Dadis sera engagée. Alors, avez-vous la preuve de l'ordre que le président Dadis vous aurait donné? Avez-vous la preuve? Si, j'ai certaines preuves. Oui, où est la preuve? Où est l'ordre de mission qu'il vous a donné? Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Il n'y a pas eu un ordre de mission. Alors, quelle est la preuve? Parce que moi, j'aurais du mal à vous croire lorsque vous parlez comme ça. Où est la preuve? Répondez. Il n'y a pas eu un ordre de mission pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de preuve. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas d'affirmer. Questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens, que vous avez provoqué un conflit de compétences avec M. Moussa Tchegboro Kamara, ministre chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement? Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi j'avais toujours fait ça, depuis pas seulement en notre temps. Ok, sachez maintenant que en le faisant, alors vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et M. Moussa Tchegboro? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire. Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission rogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait, ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Hein? Et pourquoi, dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que
que le président Dadis vous aurait confié, tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part, vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. Je dis qu'il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barreau. Mon cher, vous savez, quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée. Et vous l'avez même paraphé. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, je vais bien dire ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? Mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans, je dis bien, pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question. Est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? C'est ça la question. Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et je continue. Alors, n'est-ce pas, et le fait par vous d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie. N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie? Pourquoi vous niez? Pourquoi? Je ne nie pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit ce que j'ai dit. Ce n'est pas certaines parties qui ne sont pas écrites. Bon sang. Mon colonel, savez-vous que le 27, à la veille du 28 septembre, une consigne a été donnée, une consigne générale à tous les militaires, comme quoi chacun devrait être consigné le 28. Vous le savez? Je le sais. Voilà. Donc, vous savez qu'une consigne générale a été donnée. Et en sortant, est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus? Je n'ai pas violé ces consignes, puisque moi, l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'État. Où est la preuve de l'ordre? Où est la preuve? Où est la preuve? Vous voulez dire que le président Dadis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires? C'est ce que vous voulez vous insinuer? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Quelle est la question? Je veux savoir, Monsieur le Président, puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état-major, et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors, il dit que lui, il était sorti sur ordre du président. Je veux savoir, en sortant sur ordre du président, est-ce qu'il est en train de nous dire
que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale. Vous avez compris la question, répondez-la. Oui, mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi, j'ai eu les instructions à la veille du départ pour l'habit. Donc quand je suis revenu, je n'ai pas tenu compte d'une décision où, parce que... Est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée? Non. Monsieur Diakité, vous avez sauvé les leaders vous sauveront. Voilà. Vous avez est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transportés dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights, et selon ces passages, alors il est dit là-bas que M. Toumba se serait rendu coupable de ceci ou de cela, et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Aboubacar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Lousseni Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci, il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité. Oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule, il y avait bel et bien M. François Lousseni Fall et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidia Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément à la page 3, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés et devant les magistrats instructeurs. Monsieur Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Lousseni Fall et moi, pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders.
Mais étant dans le véhicule, Martial a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup des gourdins qu'il m'a asséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Martial a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidya Touré, oui, et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré, de là-bas face aux menaces de M. Martial qui entendait faire exploser la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue. Je continue. Vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, messieurs assesseurs, en date du 7 février 2013, où, plus précisément, à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci: à la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidya et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paré. Suite à l'opposition des Eneseki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Tchiboro. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Est-ce que c'est lui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence? Est-ce que c'est lui qui a fait cela pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Non. Hein? Non. Est-ce que c'était possible ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi les questions qui ont été posées par le ministère public, oui, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que certaines victimes auraient déclaré que elles vous auraient vu sur les lieux que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, hein? Ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un temps que précieux, est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement, oui, au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Est-ce que c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci
d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp, ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, Oui. ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça, maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Formo. Très bien. Monsieur Formo. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, Oui. je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Des points. Ok. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, non. Je n'ai pas entendu m'en demander. Si ça tirait, peut-être par rapport à ma position et l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, Oui. ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin Oui. hein, a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre Voilà, premier réflexe? vu la manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, Oui. donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite, c'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président d'Addis, que vous devriez rebrousser chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Attendez, il y a une question qui vient. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, il y a la non-assistance à personne en danger? Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça? Le président, le jour, permettez-moi. Oui, il a dit, voilà. Il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave aux mesures d'assistance. Est-ce que si ces jours-là, vous n'avez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors, ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc, pas à pas. Ça veut dire que ces jours-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien. J'ai... Continue, Monsieur Diakité. Maître. Au niveau de la présidence. Oui. Alors, quelles étaient les forces qui existaient? Parce que j'ai entendu parler
des régiments commando, des Rangers. Je ne sais pas très bien comment la présidence était organisée. Voilà. Quelles étaient les forces en présence? Il y a à la présidence, oui, il y avait le bataillon des Rangers. Je ne sais pas qui les a déplacés. Et qui dirigeait Non, ça c'est... Je vais finir. Ok. Il y a le bataillon des commandos chinois qui les a fait déplacer lors de la prise du pouvoir. Parce que chacun a cherché à avoir des rapports de force. Donc c'est comme ça et ils ont rallié Conakry. Je ne sais pas sous instruction de qui. Mais, sauf que Dadis était parrain des commandos chinois qui étaient basés à Kindia, dirigé par colonel Ablaye Keita. Donc, ceux-ci sont venus Conakry. Seront connus, je ne sais pas qui, de Toto ou de qui, les a fait bouger de Soronconi pour débarquer à Conakry. Donc, il y a cette force à la présidence. Il y a aussi d'autres unités de Conakry qui ne sont pas à commando mais qui ont travaillé, qui étaient regroupées par Marcel et moi et Dadis ici à Conakry et aussi sont à la présidence. Maintenant, ceux-ci font garde officiellement là-bas. Mais sauf que, comme je l'ai dit, Dadis commande tout maintenant le régiment, commandant du régiment. Ceux-ci sont manipulés comment? C'est lorsqu'il y a sorti, on associe le régiment dedans. Il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc, ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est direct le président, sorti, direct le président. C'est quand il a sorti, on dérange le régiment. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ces régiments? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Aide de camp. Est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un quel commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille. Parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, il est devant toi, toi tu parles. C'est l'inverse ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pour ça qu'il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Kebourou parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ces commandements. Parce qu'il a parlé de cette affaire de grade. Voilà. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. Okay. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, et est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres
à dire que M. Toumba était là avec ses hommes. C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la Cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, oui, voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que c'est son parent.